D'abord, merci. Merci à vous dans la salle. Merci à ceux qui nous écoutent en ligne. Donc, on a choisi de parler du crédit pour impôt étranger parce qu'il y a des petites attrapes, parfois, des petits éléments qui sont oubliés ou pas considérés quand vient le temps de réclamer le crédit pour impôt étranger. Et notre présentation porte sur le crédit qui serait réclamé par une société. On sait que les individus peuvent également le réclamer, mais ici, c'est pour les sociétés. En donner un aperçu général de ce dont on va parler bien sûr de comment se calcule le crédit pour impôt étranger, ce qu'on entend par impôt étranger sur le revenu, la détermination de la source de revenus, sachant que pour avoir droit au crédit pour impôt étranger, la source de revenus doit être à l'étranger et ce n'est pas toujours évident de déterminer où est la source du revenu. Maintenant, dans le crédit pour impôt étranger, il y a deux types, comme on sait. Le crédit pour impôt étranger sur le revenu provenant d'une entreprise et celui sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise. Encore là, il y a des critères, des facteurs qui nous permettent de déterminer sommes-nous en présence ou non d'une entreprise. Cette entreprise-là est-elle exploitée à l'étranger? On va aussi regarder avec vous la notion de revenu net versus revenu brut, sachant que c'est le revenu net qui doit être utilisé aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger, ce qui peut parfois causer des problèmes. Par exemple, un impôt retenu à la source qui souvent sera retenu sur le brut. Finalement, on voulait voir le côté du synchronisme parce que l'impôt étranger, pour avoir droit au crédit, doit avoir été payé pour l'année. Et quand on dit pour l'année, c'est l'année où l'impôt est dû dans l'autre pays. Donc, l'année où le revenu sera réalisé dans l'autre pays. Donc, sans plus tarder, crédit pour impôt étranger, comme on sait, c'est l'article 126 de la loi qui nous permet de réclamer un crédit pour impôt étranger à une société résidant au Canada, qu'elle soit résidente pendant l'année, toute l'année ou à un moment dans l'année. Qu'est-ce que c'est le crédit pour impôt étranger? C'est vraiment une déduction qui viendra s'appliquer, une déduction qui représente l'impôt étranger, l'impôt payé à l'étranger, qui viendra s'appliquer contre l'impôt payable par ailleurs au Canada. L'objectif bien noble de ce crédit, éviter en fait la double imposition lorsqu'un même revenu est imposable au Canada, mais est également imposable selon les lois d'un pays étranger. Le crédit pour impôt étranger, comme on l'a vu tantôt, il y a deux types. Impôt étranger sur le revenu tiré d'une entreprise ou ne provenant pas d'une entreprise. Chacun des deux, on doit faire un calcul distinct par pays, donc pour chacun des pays. En règle générale, ou de façon à très haut niveau, le crédit pour impôt étranger sera limité au moindre de l'impôt payé à l'étranger, mais aussi de l'impôt qui est par ailleurs payable sur ce revenu ici au Canada. Il y a un ordre, comme on pourra le voir, un ordre de réclamation du crédit. On doit demander le crédit pour impôt étranger ne provenant pas d'une entreprise avant l'autre. Pour pouvoir réclamer le crédit, le montant d'impôt doit avoir été payé pour l'année, qu'il soit payé avant ou l'année suivante. On devrait, si par exemple l'impôt étranger était payé l'année suivante, il faudrait faire une déclaration amendée au Canada pour réclamer ce crédit-là dans la bonne année. Et puis, finalement, on souligne le fait que le crédit pour impôt étranger ne provenant pas d'une entreprise ne peut pas être reporté, donc doit être utilisé dans l'année ou sinon il est perdu, alors que celui sur le revenu tiré d'une entreprise peut être reportable 3 ans vers l'arrière, 10 ans dans le futur. Formule de calcul à très haut niveau, on répète encore le fait que c'est le moindre de l'impôt payé à l'étranger et l'impôt payable par ailleurs sur ce revenu étranger au Canada. Et on parle bien sûr du revenu net. C'est là que ça peut causer quelques soucis, le revenu canadien payable sur le revenu net. Même principe pour le crédit pour impôt étranger. Provenant d'une entreprise, mais celui-ci, une autre limite s'ajoute, c'est-à-dire l'impôt canadien payable moins le crédit pour impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise déjà réclamé. L'important dans cette formule-là, puis on va le voir tantôt, c'est vraiment l'impôt canadien payable par ailleurs.
Dans le cas des 2 crédits, cet impôt-là va se calculer différemment. Un tiendra compte de l'abattement, l'autre non. Va se calculer différemment aussi si la société est une SPCC ou si elle n'est pas une SPCC. Donc, le taux effectif aux fins du crédit d'impôt canadien va être complètement différent dépendamment des 2 types de crédits. En survol, les 3 principaux aspects à considérer dans le cadre du crédit pour impôt étranger. Est-ce que les montants en question sont considérés comme des impôts étrangers aux fins de la définition d'impôt étranger pour les fins de notre crédit d'impôt? Est-ce que les revenus proviennent ou sont réputés? On va voir un peu tantôt comment faire pour établir la source du revenu. Donc, est-ce que les revenus proviennent ou sont réputés provenir d'une source à l'extérieur du Canada, ce qui est absolument nécessaire pour réclamer le crédit d'impôt? Puis, finalement, est-ce que l'impôt a été payé relativement à un revenu tiré d'une entreprise ou ne provenant pas d'une entreprise? Pour discuter de ce qu'est l'impôt étranger pour les fins du crédit pour impôt étranger, il faut que ça constitue un impôt sur les bénéfices, c'est-à-dire que le mode d'application dans le pays étranger de l'impôt sur le revenu en question doit être similaire à la façon dont nous, au Canada, on détermine ce qu'est un impôt. Donc, en règle générale, doit généralement se calculer sur un revenu net ou similaire à notre façon à nous de calculer l'impôt. Le contribuable doit avoir l'obligation de payer cet impôt. Il doit s'agir d'un impôt final. Si l'impôt est conditionnel ou peut être remboursé, il ne s'agira pas d'un impôt aux fins du crédit pour impôt étranger, donc ne pourra pas être considéré comme un impôt et donner lieu à un crédit pour impôt étranger, même si après ma barre, c'est payé à un gouvernement d'un pays, d'un État, d'une division politique. Il faut vraiment y avoir une obligation. Puis j'ajouterais qu'au-delà de l'obligation, entre le Canada et le pays étranger en question, il y a une convention fiscale et le payeur étranger ne respecte pas la convention ou impose une retenue à la source, par exemple, à un taux supérieur à ce que dicte la convention, cet impôt supérieur-là ne sera pas considéré comme un impôt aux fins du crédit pour impôt étranger, ne pourra pas donner lieu à un crédit pour impôt étranger. Impôt étranger sur le bénéfice, comme on le disait tantôt, doit généralement être prélevé ou faire référence à un revenu net. Exemple de paiement qui ne serait pas considéré comme des impôts payés à l'étranger, ce serait soit des contributions volontaires. Par exemple, dans notre cas, dans l'exemple que je donnais tantôt, la convention est à 15, le payeur retient à 25, le 10 serait considéré une contribution volontaire, donc ne pourrait être considéré un impôt aux fins du crédit, ou des frais qui sont basés sur l'utilisation, ou des dépenses, des frais payés pour obtenir un droit quelconque. Ce ne sont pas des impôts. Critères principaux pour que le paiement d'impôt donne droit au crédit d'impôt doit être fait au gouvernement d'un pays étranger, d'un État, d'une province, par exemple, pourrait être fait à un État américain. Ne doit pas être conditionnel ou remboursable de quelque façon que ce soit, doit être un revenu également calculé sur les impôts, les bénéfices. D'autres types d'impôts qui ne sont pas considérés comme étant prélevés sur les revenus seraient, par exemple, des droits de douane, des impôts fonciers, des redevances pétrolières dans ce cas-ci. Donc, ce ne serait pas considéré. Donc, c'est important de déterminer quelle est la source, comment c'est calculé l'impôt pour savoir si on peut avoir droit ici au Canada à un crédit d'impôt pour ce revenu. Ces autres types-là d'impôts dont on parle, qui ne sont pas calculés sur le revenu, pourraient par ailleurs donner droit à une dépense, une déduction au Canada, mais pas au crédit pour impôt étranger. Une déduction à titre de coût pour faire affaire, par exemple. Problématique, on l'a mentionné tantôt, si un pays retient un payeur étranger fait une retenue supérieure au taux de convention, l'agence considère qu'il ne s'agit pas d'un impôt final, qu'il ne s'agit donc pas d'un impôt aux fins du crédit pour impôt étranger,
on ne peut pas le réclamer ni à titre de crédit pour impôt étranger, ni réclamer une déduction à 2012 sur cet impôt supplémentaire, puisqu'il est considéré comme étant volontaire. La solution proposée, retourner vers le pays en question, démontrant qu'on a droit aux avantages de la Convention, que la Convention limitait la retenue à 15 % et non à 25 % dans notre exemple. L'autre problématique, très, très brièvement, au Costa Rica, la loi domestique fait en sorte que un dividende payé à un pays étranger, le Canada dans un pays étranger au Costa Rica, donc un dividende qui arrive d'une filiale du Costa Rica vers la société mère au Canada, la loi domestique du Costa Rica prévoit une retenue d'impôt si la personne qui reçoit le revenu aurait droit à un crédit pour impôt étranger dans son pays. Dans ce cas-ci, notre loi domestique considère cet impôt-là comme conditionnel, ne donne pas droit au crédit d'impôt étranger. Donc, par conséquent, la filiale costaricaine ne devrait pas retenir un impôt, puis si elle le fait, ne sera pas considérée comme un impôt ici au Canada. Donc, je cède la parole à Samuel pour... Merci, Christine. Donc, une fois que le premier aspect a été analysé, c'est-à-dire qu'on a pu déterminer que notre impôt était admissible au fin du crédit d'impôt étranger, maintenant, il faut déterminer si la source de revenus est effectivement à l'étranger. Quand on est en présence d'une entreprise, on regarde normalement où les activités sont effectuées pour déterminer la source. Dans certains cas, ça va être assez facile. Par exemple, le commerce de marchandises, on regarde où les ventes sont habituellement conclues. Pour ce qui est des locations de biens immeubles, on regarde où l'endroit où le bien est situé. Fait que dans ces cas-là, c'est assez simple. Par contre, dans d'autres situations, on va voir que ça va devenir un petit peu plus complexe, entre autres pour le transport routier, où est-ce qu'on se déplace dans plusieurs endroits, plusieurs pays. Il y a plusieurs faits à analyser. Donc, l'ARC nous propose, entre autres dans son folio, différents facteurs qu'on peut venir analyser, considérer pour déterminer la source. Ces facteurs-là ne sont pas exhaustifs. C'est sûr qu'il faut se baser sur les faits. Et chaque cas peut être différent en soi. Donc, on peut venir utiliser ces facteurs-là pour déterminer la source, mais ce ne sera pas toujours pareil d'une situation à l'autre. Quand on n'est pas en présence d'une entreprise, le revenu, la source va dépendre de plusieurs facteurs, dont ça dépend vraiment du type de revenu. Par exemple, pour le revenu tiré de biens, intérêts, dividendes, si ce n'est pas un revenu d'entreprise, dans ce cas-ci, on regarde la résidence du payeur ou du débiteur. Pour les intérêts, donc on va regarder qui paye les intérêts, dans quel pays cette personne-là est résidente, et là, ça va nous donner notre source. Du moins, ça va nous aider à déterminer la source. Pour le revenu tiré de la location, ça ne change pas. C'est vraiment l'endroit où le bien se situe. Donc, le pays où le bien est situé va nous donner notre source, va nous aider à déterminer la source. Ces facteurs-là ne sont pas exhaustifs, comme j'ai dit. Il faut vraiment analyser l'ensemble des faits et il faut surtout analyser la convention fiscale, parce que la convention, même si dans les faits, on pourrait venir à statuer sur une source, la convention pourrait venir nous dire, modérer notre conclusion ou la modifier pour nous dire que finalement la source est dans le pays étranger ou est au Canada, dépendamment des articles qui sont inclus dans la Convention. Et un de ces articles-là, c'est celui sur l'élimination de la double imposition. Par exemple, la Convention Canada-Royaume-Uni a un article, à l'article 21, paragraphe 3, qui vient nous dire que si un résident d'un État contractant, par exemple le Canada, paye l'impôt de l'autre État contractant, par exemple ici le Royaume-Uni, dans ce cas-ci, la source de revenus va être réputée être dans l'État contractant, soit le Royaume-Uni. Donc ici, on vient de déterminer notre source de revenus grâce à cet article-là de l'élimination de la double imposition. Si on prend la problématique suivante, c'est-à-dire une société canadienne qui détient une propriété intellectuelle, exploite cette propriété intellectuelle-là et obtient un revenu de redevance à l'étranger. Est-ce que la source est vraiment étrangère? Le premier réflexe ici, c'est de regarder la convention fiscale. Est-ce qu'il y a un article sur les redevances? Peut-être que l'article va nous donner, premièrement, le taux. Deuxièmement, va peut-être nous donner des indications sur comment déterminer la source. Si la convention fiscale est muette ou tout simplement inexistante, on peut se rabattre sur la position administrative de l'agence. Par exemple, dans le folio, il y a un paragraphe qui nous parle des redevances, qui nous dit si ta propriété intellectuelle est protégée par le droit d'auteur dans le pays étranger, le revenu va être de source étrangère ou pourrait être de source étrangère. Donc, différents facteurs à analyser ici, convention fiscale et position administrative, pour venir statuer sur la source. Une fois la source a été établie comme étant à l'étranger, on veut aussi savoir est-ce qu'on est en présence de revenus d'entreprise ou de revenus ne provenant pas d'une entreprise. L'impact va être
quand même important parce que le calcul est légèrement différent. Et Christine l'a dit plus tôt, il y en a un qui est reportable, le crédit d'impôt sur le revenu d'entreprise, l'autre ne l'est pas. Normalement, on va être en présence d'une entreprise, d'un revenu tiré d'une entreprise si il s'agit d'une entreprise exploitée dans le pays étranger. Donc, le crédit d'impôt étranger sur le revenu d'entreprise, ça prend nécessairement une entreprise, mais il faut que cette entreprise-là soit exploitée dans le pays étranger et non au Canada. Même si l'entreprise génère du revenu étranger, il faut que l'entreprise soit dans le pays étranger, exploitée dans le pays étranger, et l'impôt doit être évidemment payé à l'administration étrangère, c'est-à-dire le gouvernement de l'autre État ou subdivision politique. Pour déterminer s'il existe une entreprise, ça peut être assez complexe. En fait, la définition dans la loi est très large, inclut un paquet de choses, dont les professions, métiers, commerces, les projets comportant un risque, les affaires de caractère commercial. Tout ce que ça n'inclut pas, finalement, c'est le revenu de charge ou d'emploi. On n'est pas dans une entreprise. Donc, il faut vraiment regarder les faits, et caractériser une entreprise peut s'avérer plus difficile que prévu. Dans certains cas, c'est très intuitif, dans d'autres, ça ne l'est pas du tout. Ouais, j'ai oublié de vous skipper de vous présenter la diapo, là. Bref, tout ce que je disais ici, c'est vraiment il faut que l'entreprise soit exploitée dans l'autre pays, et bon, je vous mets la définition de la loi de l'impôt sur le revenu à 248.1 pour l'entreprise. On va être en présence d'un revenu qui est non tiré d'une entreprise, entre autres dans les cas suivants, c'est-à-dire lorsqu'on génère un revenu de bien, généralement, ce ne sera pas un revenu tiré d'une entreprise admissible aux fins du crédit. Aussi, si on paye un impôt sur des bénéfices qui se rapportent à une entreprise, mais que l'impôt n'est pas admissible à titre d'impôt sur le revenu d'une entreprise. Par exemple, si c'est un revenu d'une entreprise, mais que l'entreprise est exploitée au Canada, bien, ici, on va être admissible au crédit d'impôt étranger, mais sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise. Même si c'est une entreprise qui a généré le revenu, ça prend une entreprise qui est exploitée à l'étranger. Fait qu'ici, c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que l'article prévoit l'admission au crédit. Donc, certains montants vont être exclus de ce crédit-là, notamment si l'impôt est déjà admissible sur le revenu tiré d'une entreprise. Donc là, il faudrait utiliser l'autre crédit. Et si l'impôt est déjà déduit en vertu de 2012 à titre d'impôt étranger, évidemment, on ne peut pas demander une déduction et un crédit pour le même impôt. Pourquoi c'est important de déterminer le type de revenu, si c'est entreprise ou non? C'est parce que ce n'est pas le même paragraphe de la loi qui va s'appliquer pour le calcul. Le calcul va être différent. Comment est-ce qu'on calcule le crédit d'impôt étranger? C'est qu'on applique un taux d'impôt payable autrement ou par ailleurs, qui est comme spécifique à l'article 126, qui n'est pas nécessairement égal au taux d'imposition réellement payable par la société. Donc, certains éléments vont varier entre les deux crédits, qu'on va voir dans le prochain tableau. Donc, la réduction d'impôt général, comme Christine en a parlé rapidement, s'applique sur un des deux crédits, mais pas sur l'autre. Même chose avec l'abattement d'impôt fédéral. Donc, on va voir qu'il y a des distinctions quand même importantes entre les deux crédits. À rappeler qu'au Québec, il existe aussi un crédit pour impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise uniquement. Pour illustrer ces différences de calcul-là, on vous présente 4 scénarios ici, dont les faits sont les mêmes, c'est-à-dire même revenu étranger net de 100 000 impôt étranger de 30 donc 30 000 la société est en situation d'impôt payable parce que son revenu imposable est de 2 millions et admissible à la DPE quand on analyse le cas d'une société. Donc, les 4 scénarios ici qu'on analyse, c'est pour une SPCC qui gagne un revenu d'entreprise, ou qui demande le crédit d'impôt étranger sur le revenu d'entreprise, ou qui demande le crédit d'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise. Et on répète les deux mêmes scénarios pour une société qui ne serait pas une SPCC. Ici, ce qu'on voit, c'est quand on regarde c'est quoi l'impôt payable par ailleurs, on vient déterminer le taux, on voit qu'on considère d'abord, dans tous les cas, on va venir considérer le montant de base de 38 %. Donc, mettons pour le revenu tiré d'une entreprise, une SPCC, on considère 38 % et on ne vient pas retirer l'abattement. Par contre, on vient retirer la réduction d'impôt général, ce qui nous donne un taux d'à peu près 28,25 % qui varie à cause de la DPE. Mais ça, c'est le taux d'imposition par ailleurs payable aux fins du crédit, ce qui n'est pas nécessairement le vrai taux payé par la société. Quand on considère les mêmes faits, mais pour un crédit d'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, bien là, ici, on va considérer le montant de base de 38 %. On va considérer l'abattement, mais on ne considérera pas la réduction d'impôt général. Fait qu'on a déjà une variation dans le taux d'imposition effectif, ce qui nous ramène à un taux un peu plus faible de 28 %. Si on n'est pas une SPCC, bien, la différence est encore plus flagrante.
on va considérer l'impôt de la partie 1, on ne considérera pas l'abattement dans le premier cas, on va considérer la réduction d'impôt général, ce qui nous donne un taux de 25 %. Et une société qui n'est pas SPCC, qui gagne un crédit, qui demande un crédit sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, bien là, le taux descend à 15 %. Fait qu'il y a vraiment une variation dans le taux d'imposition, mais seulement au fin du crédit. Parce que le taux d'imposition réel de la société n'est pas nécessairement le même que celui pour le calcul du crédit. Si on met avec ça le crédit provincial, ici on est au Québec, donc dans le scénario 1 et 3, on ne peut pas avoir de crédit provincial parce qu'il s'agit d'un revenu tiré d'une entreprise, mais scénario 2 et 4, comme c'est un revenu ne provenant pas d'une entreprise pour le crédit, on peut aller chercher un crédit supplémentaire provincial. Donc ici, comme on a déjà 28 000 qui est couvert de l'impôt étranger par le crédit fédéral, bien, on peut aller chercher la balance de 2 000 comme crédit provincial. Dans le scénario 4, on avait seulement 15 000 qui étaient couverts d'impôt étranger par le crédit d'impôt fédéral. Donc, la balance, on peut venir chercher un crédit d'impôt du Québec, mais on est limité à 10 % du revenu étranger net. Donc, on avait droit à 10 000 de plus. Au total, ce qu'on voit, c'est que pour un impôt étranger, juste le fait d'avoir de demander un crédit différent ou d'être une SPCC ou non, le total des crédits d'impôt étranger qu'on peut aller chercher est complètement différent. Même si on pense que c'est la même formule mathématique qui s'applique, ce n'est pas du tout la même formule. Le crédit va bouger quand même de beaucoup parce qu'entre 30 000 pour le scénario 2 et 25 000 pour le scénario 3, on a quand même 5 000 qui s'est perdu quelque part. Dans le scénario 1 et 3, c'est un crédit d'impôt étranger sur le revenu tiré d'une entreprise, donc il est reportable. Ici, on a un 1 750 dans le scénario 1, 5 000 dans le scénario 3 qu'on pourrait venir reporter dans les années futures. Ça marche. Pour le scénario 2, bien, on vient chercher l'entièreté de l'impôt étranger avec nos deux crédits. Fait que ça, c'est une situation qui est très optimale dans notre cas. Scénario 4, par contre, on a vraiment 5 000 excédentaires qui est vraiment sujet à la double imposition. Ce qui fait que ce 5 000-là, bien, on le paye en double. En fait, on le paye, on est imposé dessus dans le pays étranger, on est imposé dessus au Canada, et on n'a pas de report possible pour cet excédent-là. La solution ici, c'est de demander 20-12, prendre le 5 000 $ en déduction comme du revenu, ce qui n'est pas optimal parce qu'au lieu d'aller chercher l'impôt en entier, bien, on applique un taux d'imposition à cette déduction-là. Fait que tout ça pour dire, il y a quand même des déductions, des différences importantes entre les différents scénarios. Dans le calcul, ça bouge énormément et même si on a un crédit d'impôt qui est reportable, bien, on va voir plus tard que ce n'est pas toujours utile ou pratique dans le futur. Scénario ici où est-ce qu'une société, encore une fois, gagne un revenu de redevance à l'étranger. Bien, un peu le même scénario que tantôt. Mais là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que c'est un revenu de bien ou c'est un revenu d'entreprise? L'ARC s'est penchée sur la question en 1999 et nous a dit que de façon générale, un revenu de redevance, c'est un revenu de bien. Par contre, si tes redevances se rapportent à une entreprise active ou une entreprise de développement de biens, on pourrait considérer que c'est un revenu tiré d'une entreprise. Ici, il faut vraiment analyser le but de l'entreprise, les activités de l'entreprise. Bref, on analyse les faits pour statuer est-ce qu'on est en présence d'une entreprise ou non. Et même si on détermine que c'est une entreprise, le folio vient nous dire, on en a parlé un peu plus tôt, qu'on a une entreprise au Canada, mais on ne peut pas demander le crédit d'impôt étranger sur le revenu d'entreprise parce que l'entreprise n'est pas exploitée à l'étranger. C'est contre-intuitif, mais il faut faire attention à déterminer la source, surtout en présence d'un revenu d'entreprise. Autre situation, ici, une société de transport, par exemple, qui exploiterait une entreprise de transport qui a des points d'arrêt aux États-Unis ou au Canada. On a demandé à l'ARC, est-ce qu'on pourrait considérer qu'on a une entreprise aux États-Unis? L'ARC ne s'est pas prononcée là-dessus, mais nous dit, bien, pour avoir une entreprise, ça prend une certaine constance et une certaine continuité. Et nous réfère aux articles 3 et 4 de la loi pour déterminer si on a une source de revenus d'entreprise ailleurs. Donc, encore une fois, on a des pistes de solutions qui nous aident à conclure, mais on n'a pas de réponse officielle. C'est vraiment du cas par cas pour analyser tous les faits. Je passe la parole à Christine pour le choix de l'article 110.5. Donc, comme on l'a vu, le crédit pour impôt étranger est parfois limité, parfois en raison de la situation de la société au Canada, par exemple, une société qui serait à perte au Canada, qui a subi une déduction ou une retenue à la source à l'étranger sur son revenu. Mais ce revenu-là est inclus dans son revenu au Canada, mais elle est à perte au Canada. Donc,
si on se rappelle la limite qui est l'impôt canadien autrement payable, l'impôt serait nul, donc j'aurais droit à aucun crédit pour impôt étranger dans une situation comme ça. 110.5 de la loi nous permet de créer un revenu imposable, donc d'augmenter le revenu imposable par un montant que la société pourra déterminer, mais l'important est que 110.5 ne peut être utilisé que s'il permet, par ailleurs, une augmentation, un accroissement du montant qu'une société peut aller chercher comme crédit pour impôt étranger. Donc, on choisirait d'utiliser 110.5 afin de ne pas perdre l'utilisation de notre crédit pour impôt étranger. Bien sûr, on pourrait avoir droit à une déduction selon l'article 22. Et comme disait Samuel tantôt, c'est beaucoup moins intéressant d'obtenir une déduction de l'impôt payé à l'étranger que l'impôt payé lui-même. 110.5, on pourrait se demander quel est l'intérêt de créer du revenu pour générer un impôt qui, lui, sera annulé par un crédit pour impôt étranger. Bien, le montant reconnu à 110.5 deviendra une perte, viendra s'ajouter au solde de perte autre qu'en capital de la société qui fera le choix. Donc, un exemple serait le plus facile à imager 110.5. Dans le cas d'une SPCC ici, la SPCC gagne un revenu étranger non tiré d'une entreprise de 100 000, a eu une retenue à la source de 15 %, soit 15 000 à l'étranger, donc a payé un impôt étranger de 15 000. Par ailleurs, cette société-là est à perte au Canada, une perte de 20 000 $. Puis, dans notre exemple, elle aura un taux d'imposition fédéral de 15 % la SPCC. Étant donné que la société est à perte, bon, bien sûr, son impôt payable par ailleurs est nul. Donc, il faut se générer, ou utiliser 110.5 pour générer un revenu imposable qui, lui, me générera un impôt payable par ailleurs. Pour déterminer le montant à ajouter, bien, c'est un peu libre au contribuable. Parfois, on le fait par essai-erreur, mais on peut le faire mathématiquement. Comme on a vu, une SPCC qui gagne un revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise, le taux effectif d'imposition aux fins du crédit, comme on voyait tantôt, c'est l'impôt de base à 38 %, duquel on retranche l'abattement de 10 %. Donc, le taux effectif est de 28 %. L'idée, étant donné que les deux limites pour aller chercher le crédit d'impôt étranger, c'est l'impôt payé à l'étranger ou l'impôt payable par ailleurs sur ce revenu au Canada. Donc, si, dans ce cas-ci, notre impôt payé à l'étranger est de 15 000, on veut savoir combien d'impôts de revenus imposables on doit générer pour générer un impôt payable par ailleurs au Canada de 15 000. Donc, mathématiquement, étant donné qu'on sait que le taux effectif aux fins du crédit pour une SPCC qui réclame le crédit ne provenant pas d'une entreprise est de 28, on pourrait utiliser 15 000 divisé par 28 %, on trouverait à ce moment-là exactement le montant parfait qui va nous générer 15 000 d'impôts payables par ailleurs au Canada et permettra de récupérer la totalité du crédit pour impôt étranger. Comme on l'a dit tantôt, ce montant de 53 000-là qui aura été ajouté à notre revenu imposable viendra s'ajouter aux pertes de la société, aux pertes autres qu'en capital, qui pourra être reportées comme toute autre perte 3 ans vers l'arrière et 20 ans vers l'avant. Le montant pourrait être supérieur également. Il n'y a rien vraiment dans la loi qui empêche de déterminer un montant supérieur tant que la majoration de 110.5 permet d'accroître ou d'augmenter le crédit pour impôt étranger qu'une société aurait par ailleurs droit. Un exemple rapide, SPCC, elle est à perte pour l'année. Elle doit payer une retenue de 15 000 sur des redevances étrangères qui étaient de 100 000. On dit les redevances, ça peut être des services techniques, qu'importe. Elle a payé une redevance à l'étranger. Ici, ce qu'on veut démontrer dans cet exemple-là, c'est que le 110.5 qu'on ajoute, l'impôt qui se calculera, l'impôt de la partie 1, l'impôt canadien qui se calculera sur cet ajout, sera considéré comme s'il s'agissait d'un revenu d'entreprise. Donc, par exemple, dans notre exemple, si la société a un taux d'imposition de 15 % et on crée 100 000 $ à 110.5, ce 100 000 $-là va générer un impôt de 15 000 $ qui permettra à ce moment-là d'utiliser la totalité du crédit pour impôt étranger. Donc, la société ne paiera aucun impôt au Canada, mais aura payé 15 000 $ à l'étranger.
ce 100 000-là vient s'ajouter ou devient une perte autre qu'en capital, on pourrait choisir, dans notre exemple, on voulait démontrer que la société en question est à perte ou elle ne génère pas de revenus imposables cette année, mais elle en a généré dans les années antérieures, les 3 années antérieures, et elle les a générés comme étant c'était du revenu de bien qu'elle générait. Donc, puisqu'il s'agissait d'une SPCC dans l'exemple, son revenu de bien avait été imposé à un taux de 38,67 %. Donc, sous 110,5, elle créera un revenu imposable qui lui permettra d'aller utiliser un montant de 15 000 d'impôts qu'elle aura payé dans l'année en question, puis prendre ce 100 000-là qui s'est ajouté, le reporter vers l'arrière et récupérer l'impôt à 38 % sur ce même 100 000. C'est sûr que ce sont des impôts remboursables qui auraient été par ailleurs remboursés si la société avait payé un dividende, mais dans ce cas-ci, si on assume que ça peut être long avant que la société paie un dividende et récupère ses impôts remboursables, bien, au niveau de cash tax, si on peut dire, la société aura bénéficié de 110,5 et aurait été en mesure d'aller chercher un impôt à 38 % vers le passé. Donc, point à considérer pour 110,5. Ce qu'on dit, c'est que, dans le fond, habituellement, on va penser à 110,5 dans le cas d'un crédit pour impôt étranger ne provenant pas d'une entreprise, puisque on se dit tous que ce crédit-là ne peut être reporté, donc c'est la seule chance qu'on a de l'utiliser. Par contre, comme on voit, Samuel a dit tantôt, comme on va le voir dans l'exemple qui suit, peut être difficile parfois, bien qu'il est reportable, le crédit pour impôt étranger provenant d'une entreprise, il peut être difficile à aller récupérer puisque pour le récupérer, je devrais, dans l'année future en question, réaliser du revenu étranger dans ce même pays-là. Et si ce revenu étranger est lui-même sujet à retenue pour l'année en question, c'est difficile d'accéder au report du crédit pour impôt étranger. Donc, parfois, c'est une fausse croyance ou de penser que c'est pas grave, si je récupère pas la totalité de mon crédit, je vais pouvoir le reporter dans le futur. Donc, 110,5, peut-être qu'on devrait aussi y penser dans le cas d'un crédit pour impôt étranger sur le revenu provenant d'une entreprise. L'autre petit point à considérer, quand on est au Québec, ça va bien, on peut faire un ajout 110,5, nous permettre de récupérer le crédit pour impôt étranger fédéral et avoir à la fin aucun impôt à payer au fédéral. Par contre, si on est dans une province qui calcule son revenu imposable avec le fédéral, donc à même la déclaration de revenus du fédéral, un ajout à 110,5 pourrait générer des impôts payables, par exemple ici en Ontario. Donc oui, j'aurais droit à un crédit pour impôt étranger au fédéral, mais j'aurais un revenu imposable sur lequel je devrais payer des impôts en Ontario. Donc c'est à considérer quand on fait référence au choix de l'article 110,5. Une des problématiques fréquentes au niveau du crédit d'impôt étranger, c'est que les retenus d'impôt s'appliquent normalement sur le revenu brut étranger, alors que le crédit d'impôt étranger se calcule avec le revenu net étranger, ce qui peut apporter certaines distorsions puis des difficultés à venir vraiment chercher la majorité ou la totalité de l'impôt étranger payé grâce au crédit. Je vous remets la formule ici, là, juste pour que vous ayez en mémoire comment le crédit se calcule, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment le revenu net étranger qu'on multiplie par l'impôt canadien payable par ailleurs, donc les taux qu'on a calculés plus tôt dans la simulation des 4 scénarios. Et c'est ça qui vient limiter notre crédit. L'exemple ici, c'est une société qui est une société non SPCC qui tire un revenu étranger assujetti à une retenue de 15 %. Et c'est son seul revenu dans l'année. Et elle considère que ce revenu-là se qualifie de revenu étranger aux fins du crédit. Et donc, dans l'année 1, le revenu étranger de 100 000 $ sur lequel une retenue d'impôt de 15 % s'applique. Donc, la société aurait payé une retenue de 15 000 $. La société gagne une marge de 40 % de son revenu étranger. Donc, son revenu imposable, son revenu net est de 40 000 $. Quand on vient pour calculer le crédit d'impôt étranger, bien, on est limité au taux d'impôt par ailleurs payable, donc 25 % sur ce revenu net étranger-là de 40 000 $. Donc, la retenue se calcule sur le revenu brut, mais le crédit se calcule sur le revenu net, ce qui fait qu'on a droit à un crédit de 10 000 $ qui ne vient pas couvrir entièrement notre revenu d'impôt de 15 000 $. Ici, on a 5 000 $ qui n'est pas couvert. L'année 2, le revenu étranger est un petit peu plus faible, 90 000 $,
et ce qui engendre une retenue d'impôt de 15 de 13 500. Quand on vient faire notre calcul, encore une fois, on calcule notre revenu net qui est de 40 donc 36 000 Notre crédit est limité à 25 de ce revenu net étranger-là. Donc, on peut aller chercher 9 000 sur un total d'impôts étrangers de 13 500. Encore une fois, il y a une partie qui n'est pas couverte. Si on répète l'exercice pour l'année 3, 4, 5, on se rend compte qu'à chaque année, on n'est pas capable d'utiliser le crédit d'impôt étranger pour éponger 100 de l'impôt étranger payé. À chaque année, il y a une portion qui ne sera pas épongée grâce au crédit. Comme on est en présence d'un crédit d'impôt étranger sur le revenu d'entreprise, on se dit que ce n'est pas grave parce que ce qui n'est pas utile va être ajouté à la balance des crédits reportables. Donc, l'année 1, on a 5 000 inutilisés, on vient d'ajouter à notre balance de crédit reportable. L'année 2, il y a encore une portion qui vient s'ajouter, on est rendu à 9 500. Ainsi de suite jusqu'à l'année 5, où est-ce que là, on a une balance de crédit reportable de 25 500 qui n'est toujours pas utilisée. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On se dit, on va attendre encore 5 années de plus. Peut-être qu'un jour, on va créer du revenu. Donc ici, si on poursuit l'exercice 5 années de plus, il est très possible qu'on se ramasse avec un crédit reportable qui fait juste augmenter dans ce scénario-là. Et après 10 ans, le crédit de l'année 1 devient obsolète, fait qu'on vient de perdre notre crédit reportable. Donc, même s'il est reportable, ce n'est pas toujours facile d'aller le chercher. Deux conclusions qu'on peut tirer de ce scénario-là, c'est vraiment que c'est difficile de récupérer l'impôt étranger quand l'impôt est calculé sur un revenu brut, par exemple les retenus à la source, alors que le crédit se calcule en fonction d'un revenu net. Deuxième constat, c'est que même si le crédit est reportable, dans certains cas, ça va être très difficile d'aller chercher le crédit. Parce qu'ici, pour avoir un report, ça va prendre du revenu étranger supplémentaire de ce pays-là spécifiquement, parce que le crédit se calcule pays par pays. Et donc, ça va prendre plus de revenus qui va nous donner plus de retenus d'impôts étrangers. Donc, ça va prendre plus de revenus et ainsi de suite. Donc, ça devient très difficile dans ce scénario-là d'optimiser ce report-là. En fait, on a l'impression que le report va juste augmenter et ne pourra pas être utilisé à 100 Une des problématiques ici, une société qui paie en fait, on a demandé à l'ARC si, dans un pays, on paye un impôt sur le revenu, mais que cet impôt-là est calculé sur le brut, l'impôt étranger brut, et non pas sur le revenu net. Est-ce qu'on peut quand même demander le crédit d'impôt étranger? Et l'ARC nous dit ça pourrait quand même être le cas, mais il faut analyser certains facteurs, notamment est-ce qu'il y a un choix qui se fait annuellement pour choisir entre le taux sur le net ou le taux sur le brut? Est-ce que le taux sur le brut est capé ou limité, si on veut, pour donner un résultat similaire à ce qui serait payé sur le net? Donc, différents facteurs à analyser, mais c'est possible dans ce cas quand même d'aller chercher un crédit d'impôt étranger. Ce n'est pas une situation qui est très fréquente, mais sachez que ça existe et que ça pourrait quand même être admissible au crédit d'impôt étranger. La dernière section, le dernier point qu'on voulait faire valoir, c'est qu'il doit y avoir un certain synchronisme entre le paiement de l'impôt étranger et la réclamation du crédit pour impôt étranger. Donc, comme on voyait tantôt, pour donner lieu au crédit pour impôt étranger, ce doit être un impôt étranger payé pour l'année. Et quand on dit pour l'année, c'est l'année dans laquelle le revenu sera imposable dans le pays en question ou sujet à une retenue à la source dans le pays en question. Dans certains cas, le moment où le revenu est réalisé aux fins des règles du pays étranger pourrait être différent du moment où il sera reconnu au Canada. Un exemple qu'on a pris à même une interprétation technique, une société, Canco, réalise un gain en capital sur la vente d'une propriété située aux États-Unis. Aux fins de l'impôt canadien, le gain est réalisé au cours de l'année 1, donc dès l'année de la vente, mais aux fins de l'impôt américain, en raison des règles sur les ventes à tempérament, le gain ne se trouve qu'à être réalisé au cours de l'année 10. Donc, le résultat ici, c'est que l'année 1, on a un revenu de source étrangère, mais aucun impôt étranger payé, donc pas la possibilité de réclamer aucun crédit pour impôt étranger. Et l'année 10, au contraire, on n'aura aucun revenu de source étrangère, puisque le revenu a été inclus, le gain a été inclus au revenu lors de l'année 1, mais on aura un impôt étranger payé qu'on ne peut pas nécessairement utiliser. Donc, l'agence suggère est-ce qu'il y aurait possibilité de devancer l'inclusion du revenu aux États-Unis de sorte à créer ce synchronisme qui est nécessaire pour le crédit pour impôt étranger. On pourrait aussi penser à une situation, une société la société étrangère
paie un revenu d'avance, donc la Société canadienne a un revenu reporté qui a été qui provient d'un paiement d'une société étrangère sur lequel elle a fait une retenue à la source. Ici, au Canada, peut-être que la solution, puisque j'ai reçu un montant 12.1a s'applique, donc je dois l'inclure au revenu, on serait porté à réclamer la déduction selon l'article 21M, puisqu'on a des services à rendre relativement à cette somme-là qu'on a reçue, mais peut-être qu'il faudrait ne pas justement réclamer 21M, de sorte de créer le revenu au Canada la même année où l'impôt a été payé à l'étranger et ainsi récupérer notre crédit pour impôt étranger. Donc, c'est un peu ça qu'on vient redire ici, que peut-être, en fait, ce qu'on voulait faire valoir, c'est que le contribuable avait demandé à l'agence, est-ce que je peux utiliser 110.5 dans un cas comme le mien pour me créer un revenu étranger l'année 10 et ainsi réclamer le crédit? Et l'agence a fait valoir, à raison, que 110.5 permet d'augmenter le revenu imposable, donc la limite qui est l'impôt autrement payable au Canada. 110.5 ne nous crée pas ou génère pas un revenu étranger lorsqu'on l'utilise. Finalement, une autre question qui a été posée, c'est lorsque l'année d'imposition dans le pays étranger serait différente de l'année d'imposition ici au Canada. Puis à ce moment-là, l'agence nous dit que pour déterminer l'impôt payé à l'étranger, il faudrait faire un prorata, de façon à coordonner le revenu étranger avec l'impôt étranger payé. C'est tout pour notre présentation.